Bonjour, bonsoir à tous et je vous remercie beaucoup d'être encore une fois aussi nombreux aujourd'hui pour la deuxième session du cycle Faire le présent que je fais ici au cœur du Temple. Alors aujourd'hui c'est un grand honneur et un grand plaisir d'accueillir Léonora Miano à l'occasion de la parution chez Pauvert de ce livre qui s'appelle Marianne et le garçon noir, dont on va parler tout au long de cette heure et demie de discussion. Alors Léonora Miano est, comme vous le savez, l'une des écrivaines les plus importantes d'aujourd'hui. Elle a publié 15 livres de formes et de formats très différents, que ce soit des romans, le premier étant à l'intérieur de la nuit jusqu'à la crépuscule du tourment, des textes pour le théâtre comme Red and Blue Trilogy ou Écrit pour la parole dont on va parler, et des essais comme Habiter la frontière, comme le très très beau recueil de conférences qui s'appelle, ou de textes qui s'appelle L'impératif transgressif, les deux étant publiés, Écrit pour la parole, L'impératif transgressif chez l'Arche. Et aujourd'hui, elle a sorti à la rentrée en octobre ou septembre chez Pauvert un format différent, un format nouveau, qui est un recueil de témoignages, un recueil de textes, donc qui ne sont pas des textes de fiction, même s'il y a un poème qu'on trouve au milieu du volume, sur la question du vécu noir, de qu'est-ce que c'est qu'être noir aujourd'hui en France, mais pas seulement en France, et sur ce qu'elle appelle dans la préface, c'est une préface très puissante, le grand dérangement que représente la présence noire encore aujourd'hui sur le sol français, dans lequel le fait d'être blanc continue d'octroyer un certain nombre de privilèges. Alors, au cours de cette heure et quart, heure et demie de discussion, on va aborder tout un ensemble de thèmes sur toutes ces questions, parce que ce qui m'a donné envie, en plus d'avoir l'honneur de faire un dialogue avec Léonora Miano, c'est que les questions qu'elle aborde dans son œuvre romanesque, théâtrale, littéraire et théorique sont peut-être certaines des questions les plus puissantes et les plus importantes d'aujourd'hui, que ce soit la question de la race, que ce soit la question de la colonie, que ce soit la question des rapports entre l'Europe et l'Afrique, que ce soit la question des identités coloniales et postcoloniales. Et donc, cette séance est aussi pour moi une occasion d'entendre et de réfléchir sur toutes ces thématiques-là, et peut-être de faire un point sur la question raciale, raciste, coloniale, postcoloniale, la décolonisation, tel qu'il se pose aujourd'hui dans l'espace public, littéraire et théorique contemporain. Alors, pardon, je suis un peu stressé. Alors, oui, c'est vrai. Alors, la première question que je voulais qu'on aborde, Léonora, c'était une question un peu, peut-être pas directement sur ce qui est dit dans le livre, mais sur la forme du livre. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que dans un certain nombre de vos ouvrages, par exemple, Écrit pour la parole, dans mon souvenir, il commence par une exergue qui est aux cris inaudibles, aux paroles proscrites. Et dans vos livres, vous parlez beaucoup de qu'est-ce que c'est qu'essayer de faire parler, de faire entendre des voix dans leur pluralité, dans leur variabilité. Et votre œuvre romanesque, elle est hantée par cette question-là. Elle est traversée par ce travail-là. Quand il s'agit de réfléchir sur la question du vécu noir en France, et notamment on y reviendra, le vécu des garçons noirs en France, vous avez décidé de ne pas prendre la forme de roman, de ne pas prendre la forme mais la forme de document, et de faire parler d'autres gens que vous, de donner la parole à d'autres gens qui raconteraient leur vécu noir en France. Et donc vous avez en quelque sorte été, je ne sais pas comment dire, mais eu cette envie d'avoir une autre forme, de donner la parole à d'autres gens et pas de prendre la parole vous-même en les travaillant dans votre propre œuvre. Et donc je voulais savoir un peu, premièrement, c'était, voilà, pourquoi est-ce que cette forme s'est imposée à vous, de faire parler des gens plutôt qu'écrire en votre nom propre? Pourquoi avoir recouru plutôt au document qu'au roman et à la fiction? Et est-ce que ça a un rapport un peu avec la question politique qui traverse ce livre, puisque ce livre, comme on va le rappeler juste après, c'est un livre qui est né pour vous d'une interpellation et d'un choc suite à deux grandes affaires de violence policière, l'affaire d'Adama Traoré et l'affaire de Théo, qui a été violée par la BST de Aulnay. Donc voilà, dans quelle mesure est-ce que... Voilà, pourquoi cette forme?
Et est-ce qu'il y a une certaine manière de vouloir affronter une question plus politique qui vous a fait quitter l'espace du roman, en fait? Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence ce soir. Je ne sais pas si nous allons faire tout ce qui a été annoncé, parce que je ne me vis pas du tout comme une théoricienne de quoi que ce soit. Mes textes dits théoriques sont juste des manières pour moi de partager ce que je pense. Je pense beaucoup de choses, comme vous tous, et je suis très égocentrique et je crois que tout le monde doit prendre connaissance de ce que je pense. C'est pour ça que je publie ces textes, mais ce n'est pas du tout pour moi un travail théorique. Donc pourquoi cette forme pour Marianne et le garçon noir? Alors le vécu des hommes noirs est déjà quand même assez présent dans mon travail, y compris le vécu des hommes noirs en Europe. On le trouve dans des textes comme Tel désastres éteints ou Cézanne chagrine, ou même manière un petit peu moins saillante dans Blues pour Élise. Donc j'ai déjà beaucoup fait ça dans ma fiction. Vous n'avez pas tout lu, pas encore. Je vous invite à le faire. Et vous aussi. Et s'agissant de cet ouvrage-ci en particulier, qui est déjà le troisième collectif que je dirige, le premier ayant été un recueil de nouvelles sur le désir, dans lequel je voulais interroger la question de l'intimité chez les hommes noirs. C'était un recueil où il n'y avait déjà que des garçons. Donc ceci est déjà mon troisième collectif. Et là, je voulais une prise de parole un peu plus immédiate et personnelle, parce que les questions qui nous motivaient, qui ont suscité notre écriture, étaient des questions de vécu immédiat, très fort. Je ne dirais pas que nous avons été, en tout cas moi, plus poussés ici par une urgence politique, puisque tout ce que je fais est politique. De toute façon, la littérature est politique, même quand elle est très intimiste, parce que la littérature est souvent, toujours, même une énonciation singulière, et quand on dit « je », et qu'on voilà, on veut dire quelque chose en tant que soi-même, je pense que c'est toujours une démarche politique. Donc, cette question n'est pas plus politique que d'autres. C'était simplement une manière d'interroger un peu frontalement, plus frontalement, la société sur des questions qui me semblent capitales, puisque des gens meurent ou sont mutilés. Je n'avais pas envie de faire de la fiction, en tout cas pas tout de suite, peut-être qu'il y en aura de la fiction sur ces questions-là. Mais quand l'affaire Théo s'est produite quelques mois après le décès d'Adama Traoré, non, j'avais envie de parler, je n'avais pas envie de construire des personnages. Et je n'avais pas envie de m'exprimer toute seule. Je voulais que soient conviées à le faire des personnes qui ne le sont jamais. Des personnes que justement on rencontre de façon un peu évanescente comme ça quand se produisent ces faits divers. Voilà, j'espère vous avoir répondu de façon assez claire. Mais oui, et alors, l'une des choses sur laquelle vous insistez dans la préface du livre, et qui me semble effectivement très importante, c'est que vous dites que vous avez été frappé et, j'essaie de dire, choqué par le traitement de la famille d'Adama Traoré et ce qui est arrivé à Théo. Et dans la préface, tout de suite, vous voulez insister sur le fait qu'il faut sortir de la logique du fait divers, de la logique d'affaires particulières, en insistant sur le fait que ce qui se produit entre adultes, vous dites,
c'est la page 15 de Marie Garçon Noir, hein, ce ne sont pas des individus qui sont en présence, mais des catégories politiques. Et qu'au fond, ce qui s'est passé, ce qui se passe dans les affaires de violence policière sur les jeunes garçons noirs, ce sont avant tout des incarnations de rapports de pouvoir, l'incarnation de la manière dont fonctionne la race, si on veut, dans la société contemporaine. Alors peut-être une des choses sur laquelle j'aimerais bien que vous nous disiez, c'est cette question du vécu des garçons noirs. Qu'est-ce que c'est pour vous la spécificité, la singularité de ce que c'est qu'être un homme noir dans les sociétés, disons, occidentales, si on veut? Et d'autre part, de quelle manière est-ce que ces témoignages vous ont appris des choses que vous ne saviez pas avant sur l'expérience? De quelle manière avoir fait parler, fait écrire des garçons noirs sur leur expérience vous a fait apprendre, ou fait comprendre, ou vous fait réfléchir sur des choses que vous n'aviez pas abordées vous-même dans vos propres écrits? Alors, je ne sais pas si j'ai appris vraiment des choses. C'est sûr que je ne les avais pas abordées moi-même toutes, mais je ne dirais pas les avoir découvertes. Je fais partie des femmes noires auxquelles il arrive souvent de vivre plutôt avec des hommes noirs. Ça se trouve comme ça, c'est même pas un choix. C'est à ces hommes-là apparemment que je plais plus. Donc je me retrouve avec eux. Et donc ce qui est, comment dire, relaté, ces expériences qu'ils partagent avec nous ne sont pas étrangères. Simplement, elles ne sont pas mon vécu immédiat, puisque je suis une femme et que je ne suis pas regardée de la même façon. Je dirais que l'Occident, qui est une véritable manufacture d'épouvantail, j'emprunte cette jolie expression à Chimbembe dans son ouvrage la politique de l'inimitié, a construit la figure des hommes noirs, des femmes noires et d'autres catégories encore, conformément à la manière dont il entendait entrer en relation avec eux et maintenir cette relation. Donc on s'est inventé des sortes de figures de monstres, hein, et il se trouve que l'invention s'est transmise, est devenue une représentation qu'on n'interroge plus et qu'on ne peut même pas interroger parce qu'on ne se rend pas compte qu'on la porte en soi, qu'elle nous a été léguée et qu'on agit aussi en fonction de ça. Donc l'homme noir dans les sociétés occidentales est très très vite criminalisé. C'est une sorte d'animal. De toute façon, le noir est beaucoup réduit à son corps, qu'il soit homme ou femme. Une espèce de... On a l'impression que la présence physique des noirs sature immédiatement l'espace et qu'on ne se rend plus compte qu'il y a quelque chose derrière, qui a finalement le même type d'intériorité que chez tous les autres êtres humains. Et donc c'est ça principalement, cette réduction au corps, et dans le cas des hommes, au corps effrayant, qui explique la manière dont on entre en relation avec ces corps, surtout si on est un policier, si on est donc une personne chargée de réguler un petit peu la présence des gens dans l'espace public, de dire au fond à qui appartient l'espace. C'est pas quand les policiers qui sont dans la rue, le public le sait peu, mais quand ils sont dans la rue, ils sont les maîtres de l'espace. Ils sont là pour affirmer la propriété, hein, à qui appartient l'espace et qui peut y être, dans quelles conditions et de quelle manière s'y comporter. Et c'est ça qui se joue dans la confrontation avec ces jeunes gens
dont on oublie très vite qu'ils sont simplement des jeunes gens, hein, puisqu'on a inconsciemment en soi ces anciennes représentations qui ne sont toujours pas interrogées. Ça m'a fait penser à quelque chose, parce que quand vous dites cette espèce de perception comme ça du corps noir, comme corps qui, comme vous dites, qui sature l'espace, je ne sais pas si vous aviez vu cette déclaration de Benjamin Millepied quand il s'occupait du ballet à l'Opéra de Paris. Il s'était inquiété, il avait dit « Je suis très frappé qu'il n'y ait aucun danseur noir dans le ballet de Paris ». Et il avait dit qu'il s'était fait répondre par des gens qui s'occupaient du ballet à l'opéra, parce que s'il y a un noir seulement comme danseur, ça attire toute l'attention et ça empêche qu'on voit le corps de ballet. On est bon, c'est ce genre de phrase complètement. Et je pense que c'est pour cette raison que la danseuse Raphaël Delaunay, qui est métisse, était obligée de se passer du talc sur le corps pour danser. Hein, parce que c'est un corps tellement étrange que ce n'est plus une personne quelque part. Enfin, c'est une personne tellement autre, construite comme autre, donc toujours perçue comme autre, exclue de la banalité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas voir les différences, mais peut-être que dans celle-ci, on l'a un peu surinvestie de significations qu'elle ne peut pas porter et qui sont, voilà, parfois légales, puisqu'on le voit, on le constate, hein, que les gens ont des réactions souvent irrationnelles en présence de personnes noires. Et de fait, quand vous parliez de cette question de qu'est-ce que c'est qu'être exemple de l'espace, qu'est-ce que c'est qu'être légitime à occuper un espace, ou qu'est-ce que c'est que la police qui exerce un effet de suppression, en fait, ou de répression sur l'espace. Il y avait un texte qui avait été traduit dans Le Monde par Garnet Cadogan, je ne sais pas si vous l'aviez lu, qui était sur son expérience comme jeune homme noir qui arrivait à New York. Il arrivait de la campagne américaine et sa maman lui disait toujours fais attention, il y a des gens dangereux à New York. Et puis quand il arrive à New York, il se rend compte que c'est lui, en fait, la personne dangereuse. Sa maman lui dit de se méfier. Et il raconte une chose très 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 puissante. Il dit, quand on est un homme noir, on ne peut pas être dans l'espace public. Parce qu'il dit, si jamais vous marchez un peu vite, vous êtes perçu comme un voleur, quelqu'un qui est en train de partir d'une scène. Si vous marchez trop lentement, la police vous perçoit comme quelqu'un qui est en train de faire un repérage. Si vous êtes un espèce de... Vous tenez juste droit, on croit que vous êtes comme un Mac qui est en train de surveiller la... Qui nous sont rapportés nous paraissent isolés. On a l'impression que c'est une fois de temps en temps, mais à l'échelle du pays, en réalité, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et c'est aussi pour ça que nous avions besoin, en tout cas moi, j'ai besoin de faire ce livre, pour qu'on se pose des bonnes questions. Puisqu'on prétend être tellement meilleur que les autres et tellement moins raciste, comment se fait-il que les mêmes faits se produisent de la même manière et avec... comment dire, l'énonciation du même type de propos, toujours, parce qu'il y a toujours des injures raciales. Et d'autant, c'est un problème. Alors, c'est une question qui est... Enfin, cette question de l'espace, je reviens juste parce que il me semble que, je ne sais pas si vous le dites dans la préface, mais vous l'avez dit dans des entretiens sur cette émission, sur ce livre, vous avez vécu dans la rue, vous avez été sans papier, et vous dites que vous n'avez jamais été contrôlé de votre vie par la police. Ça vous est jamais arrivé? Non, à ce jour, je le confirme, je ne dis pas qu'aucune femme noire ne l'a jamais été, mais ça fait presque 25 ans que je vis en France, et ça ne m'est jamais arrivé. Et je vous assure que je n'ai pas toujours eu l'air aussi propre sur moi, ni... voilà, j'ai pas toujours eu l'air aussi clean. Ça aurait pu être justifié, parfaitement justifié, qu'on me demande mes papiers ou quoi, ce genre de choses, mais ça n'est jamais arrivé. Et en fait, vous dites sur la question de le racisme, est-ce que c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à penser la société américaine comme société raciste et à penser que la société française le serait moins. Et moi, je pense vraiment de plus en plus que c'est pas vrai du tout, et même que c'est plutôt faux, et peut-être plutôt l'inverse. Il y a toujours une statistique que moi je cite souvent, qui est quand on fait des statistiques sur le contrôle d'identité, 80% des jeunes garçons noirs de moins de 25 ans ont été contrôlés au moins une fois dans l'année. Si vous prenez la population générale, c'est 12%. C'est une personne sur 8 en gros. Donc là, vous avez vraiment une omniprésence de la police dans le vécu des jeunes garçons noirs quotidienne. Enfin, par rapport quotidienne et traumatisante, il faut le dire. Hein. Si on a vécu dans ce genre d'environnement et qu'on a assisté tous les jours, et ça a été mon cas, mais tous les jours,
à des descentes de police dans le quartier, à des contrôles, mais quotidiens de tout le temps les mêmes jeunes, parce que c'est tous les jours les mêmes, hein, et c'est les mêmes policiers qui viennent tous les jours contrôler les mêmes. C'est quand même, voilà, c'est quelque chose dont on ne peut pas imaginer que ce soit sans impact sur la manière dont les gens se développent. Tous ne sont pas des voyous, je ne dis pas qu'il y a que des anges, mais bon, nulle part il y a que des anges, y compris parmi ceux qui ne sont jamais contrôlés, il n'y a pas que des anges. Donc ce sont des questions importantes dans un pays où c'est vrai, les gens se mélangent plutôt. Il y a plutôt ce désir en France d'être, voilà, de se mélanger. Pas de construction encore, ça va venir à mon avis, véritablement communautaire. En tout cas, les gens n'assument pas forcément ça pour le moment. Mais je pense que la parole raciste s'est tellement libérée depuis Sarkozy que de toute façon les gens vont y venir, ne serait-ce que pour pouvoir peser ponctuellement sur des situations dont ils sentiront qu'elles ne peuvent pas évoluer différemment. Donc effectivement, la société ici est différente. Elle a une histoire et un fonctionnement, comment dire, qui peut permettre d'échapper à certains cloisonnements qu'on peut observer aux États-Unis. Mais ce fonctionnement lui-même peut-être fait régresser la prise en charge de ces questions, puisque c'était au nom du fait qu'on se mélange plus tôt, qu'il y a donc du métissage. Ça, c'est la grande fierté de la France, il y a du métissage en France. Voilà, ça va plutôt bien. Il n'y a pas, au fond, ce n'est pas si grave, ce qui se passe est marginal. Mais c'est faux. C'est simplement que les gens s'interdisaient, puisque ce n'est pas l'habitude dans le pays de se plaindre en tant que noirs de ce qui leur arrivait. En général, même quand il y a eu des protestations liées à, par exemple, des propos racistes, les gens qui ont protesté n'ont pas tellement mis en avant le fait qu'ils protestaient en tant que noirs. Ils ont mis en avant le fait qu'ils protestaient en tant que français et républicains, et que c'était la promesse républicaine qui n'était pas tenue et qu'ils voulaient qu'elle le soit. Je pense que dorénavant, ils feront les deux. Voilà. Et je ne sais plus du tout en fait quelle était la question. C'était ça. C'était simplement le fait que vous n'avez jamais été contrôlé. Non. Mais ça va peut-être arriver maintenant qu'on le dit beaucoup. Mais alors, justement, sur cette question de la... Comment dire? Est-ce qu'il existe... Enfin, parler en tant que noir, est-ce qu'il existe une communauté noire? Alors, tous ces sujets qui sont très très importants. L'une des choses que vous soulignez aussi dans le... Est-ce qu'il existe en France ou est-ce qu'il existe... En France, oui. En France, on ne peut pas encore dire. Je dirais que je la vois un peu en gestation. Pour l'instant, en France, il y a des populations noires ayant des origines diverses. On a beaucoup entretenu ça, le fait qu'il y avait des origines diverses et donc pas tellement de réalité au concept de communauté, qu'il n'était pas souhaité même par les personnes. C'est vrai que voilà, les gens ont des origines différentes, qu'un Martiniquais n'est pas forcément un Malien, donc à l'origine, sauf que les Martiniquais et les Maliens, quand ils viennent en France hexagonale, ils font des enfants qui font entre eux pas de différence. Les gens qui ont grandi dans les mêmes quartiers et qui ont été harcelés tous les jours par la police, la police n'était pas de différence entre le Malien, celui qui est d'origine malienne ou celui qui est d'origine sénégalaise, celui qui est d'origine martiniquaise. Donc, je pense que ces jeunes gens ont plutôt un vécu commun et que ce vécu commun les fédère et qu'ils auront de moins en moins peur d'exprimer ça, qu'il y a une particularité et qu'ils veulent qu'elle soit prise en compte
dans certaines de leurs expressions publiques. On verra. Est-ce qu'il y a une communauté noire dans l'absolu? Moi, j'en ai une. Elle comprend tous les noirs du monde, les nouvelles, machin. J'aime beaucoup être noir, c'est un truc qui me passionne. Je trouve que c'est un privilège, une expérience métaphysique très intéressante. C'est pas du tout un drame, en tout cas pas pour moi. Et moi, j'adore ça. Si je me réincarne, je voudrais être un nouveau noir. C'est mon souhait. Une des choses qui est très très frappant quand on lit le livre ou les témoignages quand même, c'est qu'il y a cette présence de la violence, c'est-à-dire le fait d'être maltraité. Moi j'étais très frappé par le fait que pratiquement tous les textes parlent de la question de la scène centrale comme étant la scène de l'agression. Le premier texte, ou le deuxième texte, je ne sais plus, le premier texte qui ouvre le livre, hein, ça commence par « c'est l'agresseur » qui définit les termes, les priorités, les catégories et la norme, et c'est tout. Dans un autre texte qu'on trouve, page 84, là, il est écrit « La violence fait partie des images qui conditionnent la vision du corps des Noirs ». Alors, on peut quand même dire que l'une des choses sur lesquelles le livre attire l'attention, c'est que si on doit définir l'existence d'un vécu noir ou l'existence d'une communauté noire, c'est d'abord quand même par l'expérience de l'agression, l'expérience de la violence. Moi, ça m'a fait beaucoup penser au livre de Didier Rivon, Réflexion sur la question gay, qui commence par un monde d'injures, et dont la première phrase, c'est « Au commencement, il y a l'injure. Être injurié, ça pédé, ça tapette, etc. » Et effectivement, là, quand même, ce qu'on retrouve dans la manière dont est défini le vécu noir, c'est la confrontation à l'agression physique, à l'injure, à la violence, et que la première, le premier terme, qui me semble-t-il, par rapport à la manière dont, quand vous sollicitez à des gens d'écrire le vécu noir, c'est être agressé, être maltraité. Quand on demande à des hommes, parce que c'est ça qu'il faut rappeler aussi, hein, quand on demande à des hommes, oui, ils ont tous fait, ou en tout cas quasiment tous, l'expérience de ce moment où on veut te punir d'exister. Hein, c'est un peu ça. Et ils ont des profils très différents. La plupart, ils ne se connaissaient pas. Il y en a peut-être 2 qui se connaissaient. Les gens ne se sont pas concertés. Ils viennent vraiment d'environnements extrêmement divers, même s'ils sont souvent artistes. Et voilà, donc ça, je pense que ça parle tout seul. Ça parle tout seul et que c'est important de vraiment le réaliser. C'est pas parce que les gens ont l'élégance de ne pas se plaindre. Ce n'est pas parce que bon, quand on a un peu d'amour propre, on passe pas son temps non plus à pleurnicher, et puis on n'a pas envie de se définir comme victime. C'est quelque chose d'extrêmement négatif. Or, voilà, quelquefois quand vous commencez, vous passez votre temps à ça, et les gens n'ont pas envie de passer leur temps à ça. Il se trouve que cette chose est dans leur vie, mais voilà, que leurs existences, fort heureusement, ne se limitent pas à cela et qu'ils ne veulent pas se laisser limiter par cela. S'ils en ont parlé ici, c'est parce que je leur ai demandé de faire quelque chose qu'ils ne faisaient jamais. Et je pense qu'ils ont accepté parce que ces cas récents de brutalité policière nous ont vraiment ébranlés. Et que, voilà, on s'est dit que pour une fois, on allait faire ce qui est difficile à faire dans une société où on est en minorité, c'est d'ouvrir un peu son intimité. C'est difficile de le faire parce que on n'a pas envie de montrer ses blessures à des gens qui ne s'identifient pas à vous, à des gens qui vont venir un peu comme on viendrait aux zoos, regarder voilà, les étranges, les autres, ces autres qu'on ne reconnaît jamais vraiment comme soi-même. Donc on n'a pas envie de faire ça. Mais ça nous a semblé nécessaire. Et donc ils ont accepté, et je ne pense pas qu'ils renouvellent aisément ce type d'exercice. Pour certains, ça n'a pas été facile. Tous les textes attendus n'ont pas été reçus. Voilà, ça a été très difficile pour certains des auteurs pressentis pour cet ouvrage, ce qui rend encore plus précieuse la parole de ceux
voilà, qui ont rendu leur texte. Mais la première violence, c'est la racialisation elle-même. C'est le fait de décider qu'on va définir les gens comme ça et qu'en fonction de cette définition qu'on aura faite d'eux, parce que c'était ça à l'origine, certains traitements leur seront appliqués. C'est qu'on invente quand même cette catégorie, on éloge des gens pour pouvoir les traiter d'une certaine manière, pour quelque part les, différencier de sa propre humanité. Ça devient des êtres proches de l'humain, mais pas tout à fait. À l'origine de la racialisation telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire schématiquement depuis la période de la déportation transatlantique, puisque avant cette période, les personnes originaires de tous les espaces du monde se sont fréquentées. On en a de nombreux témoignages, si on remonte à l'Antiquité par exemple, sans qu'il y ait jamais d'histoire de hiérarchie raciale. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'esclavage, il y en a toujours eu. Mais ce n'était pas fondé sur ce type de hiérarchie. C'était tout à fait autre chose. Donc il y a un moment où ce qui n'avait pas de signification, c'est-à-dire la couleur de la peau des gens, en acquiert une. Et on est toujours dans ce moment-là, on n'en est pas vraiment sorti. On a simplement modifié, transformé les modalités de l'agression. C'est-à-dire qu'on n'est plus forcément en train de déporter ni de réduire en esclavage, mais il reste l'idée que c'est quand même pas tout à fait les mêmes. Et donc ils ont droit à un traitement différent. Il y a des choses dans ces pays-ci qui sont plus volontiers invités à faire, les personnes noires. Il y a des espaces dans lesquels ils sont plus volontiers attendus et même quelquefois souhaités. Et des environnements dans lesquels leur présence est moins, moins bien accueillie. Et quand ils existent dans ces espaces, les vies qu'ils racontent sont des vies de combat pour imposer son intelligence. Par exemple, si on est un avocat brillant et qu'on est blanc, ça existe en France. On ne les voit jamais. Mais en plus, c'est un milieu très conservateur, le milieu du droit. Donc ce sont des parcours souvent très difficiles, où on doit tout le temps prouver qu'on mérite sa place. Donc voilà, la première violence, c'est ça, c'est la racialisation dont on n'est toujours pas véritablement sorti, parce que comme nous sommes en France dans cette république qui prétend être aveugle à la couleur, être aveugle aux différences entre les personnes, les groupes, et ne reconnaître qu'une population française une et indivisible. Quand vous avez grandi dans cet environnement, c'est très difficile d'aller contre ça et de dire c'est pas tellement vrai, puisque moi je vis ça. Vous venez fracturer l'unité. Donc on vous demande de faire silence, on vous demande de faire silence à propos de ce que vous vivez. Mais bon, les temps sont devenus tellement rudes, il y a tellement de tensions à tout niveau que la parole qui se serait énoncée avec peine dans le passé, non seulement peut-être formulée aujourd'hui, mais je pense qu'elle demandera à l'être. Elle demandera à l'être parce que c'est nécessaire, et que si on veut faire vraiment, si on veut faire société, si on veut créer cette chose qu'on appelle, je n'aime pas cette expression, le vivre ensemble, c'est la grande affaire du moment, le vivre ensemble, mais si on veut vraiment vivre ensemble,
il va falloir accepter de connaître le vécu de tout le monde. Et ce vécu dans sa complexité, dans tout ce qu'il peut avoir aussi de dérangeant pour les autres. Être ensemble, c'est connaître de ceux avec qui on partage l'espace, mais tout, même quand ça nous déplaît. Et c'est d'accepter d'avoir quelquefois des conversations qui nous dérangent pour pouvoir dépasser justement, ça c'est ma grande utopie, la question de la race. Comment congédier tout à fait cette question un jour si on ne veut pas raconter son histoire et ce qu'elle a produit, ce dans quoi elle nous incarcère tous, au fond, tant qu'on n'est pas allé l'examiner en profondeur. Oui, alors vous avez dit beaucoup de choses, et il y a une des choses, on va revenir sur deux, trois choses, mais il y a une chose qui m'a beaucoup marqué, moi, dans le livre, c'est effectivement la question de la construction de l'homme noir. En fait, il y a une des choses qui traverse votre texte et les témoignages, c'est quand même l'idée d'une masculinité impossible, c'est-à-dire comment la figure de l'homme noir va être construite comme une figure agressive, sexuelle, sportive, musclée, etc. Mais comme en même temps l'ordre social fait un ordre d'impossibilité d'expérience de l'espace physique, d'agression permanente, rappel à l'ordre et tout, il y a toujours cette espèce de figure d'impossibilité d'être, nous dit d'être, et que cette espèce de tension psychologique ou de tension qui est politique est une forme de tension au plus profond en fait du vécu des hommes noirs, ce qui pose ensuite la question, qui est un avis très qui est quel type de virilité ou quel type de masculinité on construit et on revendique à partir de ça, et les dangers aussi de la masculinité qui reprendrait les codes classiques de la masculinité, d'ailleurs, ce qui n'est pas du tout le cas du livre, évidemment. Mais l'une chose qui m'a beaucoup frappé, moi, c'est ce que vous dites, parce que ça pose une question sur la question de la réflexion de Tarbès sur ce qu'on appelle l'intersectionnalité et tout, parce que moi, j'ai été très frappé par le fait que vous dites effectivement les garçons noirs, en fait, ils sont acceptés dans le champ culturel s'ils jouent des rôles, un certain type de rôle prescrit, qui est en gros le sportif noir, c'est très bien, le clown, l'amuseur, le one-man show, etc., c'est très bien, l'écrivain rigolo, etc., il fait des blagues, bon. Mais tout un ensemble d'autres positions sociales lui est interdite, la politique institutionnelle, si on veut, les lettres, voilà. Les métiers qu'on peut appeler légitimes, si on veut, ou nobles, etc. Mais ce n'est pas le cas pour les femmes noires. Et vous dites, par exemple, c'est frappant que dans les gouvernements précédents, voilà, une femme noire comme Christiane Taubira a pu être ministre. On n'a pas d'exemple récent noir ministre. Vous incarnez une position très importante dans le champ littéraire contemporain, mais on n'a pas tellement d'exemples d'hommes noirs qui incarnent une position aussi puissante et radicale que la vôtre. Ce qui fait qu'on aboutit à une forme d'inversion, parce que très honnêtement, quand le terme intersectionnalité avait été formé, c'était beaucoup pour attirer l'attention sur la situation des femmes noires qui étaient oubliées dans le mouvement noir. En disant, on a beaucoup mis en avant l'homme noir, en fait, et on a oublié la spécificité du vécu des femmes noires. Mais aujourd'hui, on aboutit presque à l'inverse, où c'est des femmes noires qui parlent au nom des hommes noirs. Ils veulent s'occuper d'eux et essayer de dire qu'ils ne prennent pas la parole, ils sont minoritaires, ils sont silencieux. Moi, j'ai été très frappé quand on lit le livre d'Assa Traoré, Lettre à la main. Elle dit ça sur ses frères. Elle dit, mes frères ne peuvent pas parler en public, mais mes frères sont intimidés, mes frères vont en prison, mes frères ont été déscolarisés, donc c'est au nom de mes frères que je m'exprime. Et j'aimerais bien qu'ils parlent, mais ils ne peuvent pas parler. Donc c'est elle qui va incarner un combat pour ses frères. Vous parlez, voilà, vous dites voilà, que c'est le vécu des hommes noirs, et c'est très dur de faire parler un homme noir sur son intimité, etc. C'est à votre initiative qu'un collectif comme ça peut émerger. Donc, est-ce qu'on a, vous pas une situation étrange où c'est les femmes noires qui se mettent à s'occuper, ou je sais pas. Alors, aux États-Unis, par exemple, les grandes figures, Angela Davis, Michelle Alexander, c'est des femmes noires aussi. C'est étrange, hein. On a une situation où les femmes noires c'est l'homme noir devient une figure plus dominée que la femme noire. Oui. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une idée que je me suis dit. Comment répondre à ça? Je ne m'occupe pas, enfin j'espère ne pas les materner, et j'espère surtout avoir fait la démonstration qu'ils avaient des choses à dire. Moi je ne parle pas de masculinité impossible, ça me semble un peu radical comme expression, et puis surtout pas juste. Je pense que
ils doivent arracher justement la possibilité pour eux d'ériger une masculinité saine, un rapport sain à sa masculinité dans un espace où les bases qui leur sont proposées sont celles-là, celles que vous venez de dire. Je pense que oui, ce sont des vies en lutte contre des formes diverses de castration. C'est une certitude et c'est vécu comme ça. Mais je pense que la bataille est souvent remportée. Alors, elle peut être remportée en faisant des choix de vie un peu particuliers, mais qui refusent de se conformer aux attentes. Je pense que c'est le cas de tous les auteurs qui sont ici. Ils sont artistes souvent, mais d'une manière qui n'est pas non plus le divertissement pur. On voit qu'ils sont en mesure de produire de la pensée, on voit quels êtres libres, au fond, où ils sont. Donc non, je pense, c'est que dans leur besoin d'autonomie et comment dire, de souveraineté individuelle, ils sont obligés de reconfigurer, même si, et puis évidemment, puisque dans l'ouvrage ils énoncent une parole personnelle, aucun n'allait réfléchir de façon théorique à ça, ils sont obligés de reconfigurer la notion de pouvoir et d'opposer à la forme de pouvoir qui s'exerce sur eux et qui veut parfois entraver leur épanouissement, de lui opposer d'autres formes de puissance. Voilà, d'autres formes de puissance, déjà en résistant aux injonctions et en trouvant le moyen de s'épanouir dans cet espace, mais en dehors des attentes, en dehors des attentes. Alors, certains y arrivent. Moi, je voulais faire ce livre pour les jeunes gens qui n'ont pas encore atteint la maturité des contributeurs à l'ouvrage, pour leur éviter d'avoir à passer par ce chemin complexe, pour leur donner aussi des histoires d'hommes un peu incarnées et qu'ils n'auraient pas connues autrement, puisque on les connaît peu. Mais je ne les vois pas comme des victimes absolues. Et je pense que ce serait assez dramatique de les dépeindre ainsi. Alors effectivement, l'une des questions que vous avez soulignées, c'est la question de la racialisation. Au fond, une des questions que pose l'ouvrage, c'est les logiques de production de la race comme catégorie et comme opérateur de hiérarchie sociale, politique. Et c'est pour ça que moi, l'une des choses qui m'a beaucoup intéressé aussi en lisant le livre, c'est qu'on ne peut pas comprendre le vécu noir indépendamment du rapport de domination ou de rapport racial avec les Blancs ou avec la France. Et donc, c'est aussi une histoire des rapports entre l'Europe et l'Afrique qui s'écrit quand on parle même du simple vécu d'un noir. Il y a un auteur, je ne sais plus qui c'est qui cite, c'est la phrase très importante de Malcolm X, je crois que c'est page... je vais le retrouver. Voilà, c'est là. C'est page 97. Et Malcolm X disait tant que l'Afrique ne sera pas respectée, peu importe que vous soyez docteur ou ingénieur, vous resterez en tant que noir l'incarnation de la vision négative de ce continent. Et qu'au fond, le rapport au noir est aussi immédiatement un rapport à l'Afrique. Et c'est pour cette raison que je me suis demandé si on pouvait aussi dire que le livre et ses réflexions, c'est aussi une réflexion aussi, en un sens, sur l'Europe, c'est-à-dire sur la pulsion raciste et les opérateurs racistes et l'inconscient raciste européen. Vous savez, il y a cette phrase qu'on cite toujours de Sartre qui est connue, qu'il n'y a pas de question juive, il y a une question antisémite. On pourrait dire qu'il n'y a pas de question noire, il y a une question
raciste, il y a une question blanche. Ça serait pourquoi les blancs catégorisent, pourquoi les blancs ont ce désir de faire des catégories raciales. Et qu'au fond, l'une des choses que vous essayez d'interroger dans ce livre, vous dites que ça s'adressait aux jeunes garçons noirs pour qu'ils n'aient pas à faire tout, pour qu'ils n'aient pas à resubir les étapes. On peut dire aussi que ce livre s'adresse aux blancs pour qu'ils fassent une forme d'excavation de leur inconscient raciste et de la manière dont fonctionne l'inconscient raciste encore aujourd'hui. Non, mais ça s'adresse à tout le monde. Et bien sûr que cette question de ce que certains sociologues appellent, et moi aussi d'ailleurs, la blanchité, parce que c'est pas la blancheur évidemment, donc le mot de blanchité est très moche, mais il a pour objet de parler de la catégorie raciale. C'est le dernier tabou. Hein, c'est le dernier tabou. Les Noirs ont beaucoup parlé de leur être noir à travers l'histoire. Mais on a l'impression que les gens qui, en définissant les autres comme noirs, se sont définis comme blancs, n'ont pas tellement envie de savoir pour quelles raisons ils ont eu besoin de ces définitions et ce que ça leur a fait à eux. Hein, c'était déjà une question que posait James Baldwin, et qui disait que beaucoup de choses seraient réglées quand les Blancs voudront bien interroger leur nègre intérieur, parce que le nègre n'existe pas. C'est quelque chose qui est là et que vous projetez au dehors. C'est une chose qui appartient en réalité à ceux qui l'ont inventé et qui doivent savoir pourquoi ils en ont eu besoin. Nous, on a quelques idées sur la question. Ce serait bien que ceux, en tout cas, qui ont hérité de cette invention et qui acceptent l'héritage, finalement, puisque c'est un héritage qui est venu, pas tout seul, il est venu avec beaucoup de choses. Il est venu avec l'hégémonie culturelle, il est venu avec de la puissance des privilèges. On ne peut pas jouir de tout cela et répudier ce qui a permis, en partie aussi, cette vision qu'on s'était donnée de soi pour pouvoir assigner aux autres une place et décider comment on allait se comporter vis-à-vis d'eux. Donc c'est évidemment une question très importante et ce n'est pas nous qui pouvons y répondre. Ce n'est pas nous qui pouvons y répondre. Alors, quand on parle comme ça, ici en France, les gens le prennent toujours pour eux en tant qu'individus et donc ce serait raciste et ça les agresse. Mais c'est un vrai sujet. Donc même si on est embarrassé, je recommande qu'on y réfléchisse. Je recommande qu'on y réfléchisse parce que, évidemment, les choses ne vont pas se résoudre seulement en entendant les Noirs se lamenter sur comment ils sont contrôlés par la police et comment ils en ont marre. Il va falloir savoir pourquoi les choses se passent comme ça. La police est finalement un révélateur d'éléments qui sont tapis au fond des structures sociales et qui sont là bien silencieux. Donc appartenir au groupe majoritaire, c'est avoir la possibilité d'ignorer même qu'on soit aussi racialisé, qu'on sait racialiser. Les autres l'ont été, mais on sait soi-même racialiser. Et que ce n'est forcément pas, c'est évidemment pas sans impact sur soi-même. De toute façon, il n'y a pas dans tous les cas, il n'y a pas de violence faite aux autres qui ne soit pas aussi une violence faite à soi. Et c'est cet examen-là, l'examen de cette violence faite à soi et de cette manière de s'expulser, en voulant expulser les autres du genre humain, on s'exclut soi aussi. Cette manière dont on s'en est exclu en voulant le dominer, il y a plein de choses à examiner. Et c'est cet examen qui est attendu aujourd'hui et qui me semble indispensable si nous voulons pouvoir dépasser la racialisation des sociétés, des imaginaires et donc des relations entre les êtres, y compris d'ailleurs des relations les plus intimes. Donc oui, je n'ai rien à ajouter à cette question. Oui, parce que ça m'a fait beaucoup penser, parce que vous avez pris cette phrase qui est quand même, cette expression qui est quand même très puissante, vous parlez du grand dérangement que représente la présence noire sur le sol. Je suis auteur. J'aime les jolis mots.
quelquefois. Mais j'affirme que quand les gens meurent sous le poids de plusieurs corps conjugués comme ça, que les gens sont mutilés alors qu'on prétendait simplement contrôler leur identité, nous pouvons parler au moins de dérangement. Au moins. Et alors justement, qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui dérange? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il dérange un inconscient raciste sur le fait qu'il faudrait qu'il y ait naturellement que des blancs en France et que par conséquent la présence d'un noir est perçue comme... J'interromps tout de suite, je pense qu'il y a du racisme en France, mais que très très peu de Français supporteraient d'être uniquement entre blancs. Ils sont plus habitués. Donc ça va pas arriver. Et de toute façon, on s'en va nulle part, on va rester. Il y aura des noirs partout sur la Lune, si vous allez sur la Lune, il y aura des noirs. Donc ça va pas arriver. Mais la question de qu'est-ce que ça dérange, très honnêtement, c'est pas à nous de répondre. Là-dessus, c'est pas à nous de parler. Il faut vraiment que les gens entrent à l'intérieur de ce que c'est que d'être blanc dans cette société où il y a pas que des blancs. Et ça semble, oui, voilà, un travail difficile puisqu'on n'a même pas envie de se penser comme ça. On n'a pas envie de se penser comme ça. Mais c'est une réalité, et c'est une réalité qu'on a créée. Enfin, c'est une réalité parce qu'on l'a créée. Hein, c'est quelque chose qui n'a pas d'existence en dehors de ce qu'on a soi-même fabriqué pour soi. Mais puisqu'on est dedans, il va falloir que la partie... qui pose vraiment problème, qui est celle qui est la plus silencieuse et qui ne s'est jamais interrogée sur sa propre racialisation, il va falloir qu'elle s'exprime dessus. Nous ne pouvons pas répondre de tout. Moi, je pense que l'une des choses que... J'irais beaucoup réfléchir, en fait. Mais avez-vous réfléchi à la question pour vous-même? Oui, absolument. Être blanc. Alors dites-nous. Moi, je vais vous dire... moi, je pense que ça dérange la honte d'être le produit d'une histoire de la colonisation qui continue. Je pense que c'est ça que ça dérange, c'est que ça rappelle qu'on est toujours complice d'un système de colonisation, d'esclavage qui continue. Et qu'au fond, ce que ça c'est pas une question de mauvaise conscience ou psychologique, c'est que ça met en évidence les privilèges dont on jouit quand on est blanc dans une société raciste, et qu'au vous savez, c'est très on reproche beaucoup aux gens ce qu'on doit à soi, ce dont on est responsable. Et en fait, on en veut parfois aux gens alors que c'est soi-même qui s'est mal comporté. C'est vrai, ça c'est une logique psychologique assez classique. Mais moi, je crois que c'est ça. Je crois que le grand dérangement, c'est le fait que si la présence noire en France, elle est le produit de la colonisation, de l'esclavage, des inégalités, ce qu'on appelle le développement, du pillage des pays africains, des problèmes de migration, des problèmes des rapports racistes à l'espace public, et que c'est la complicité objective qu'on a comme blanc avec ces systèmes de pouvoir qui fait que la présence d'un noir fait oui, je suis là-dedans et j'ai honte d'être moi-même. Je ne sais pas si François Fillon aurait répondu ça exactement. Peut-être son psychanalyste. Je pense que si c'est votre réponse, c'est que vous êtes déjà d'un côté de la barrière. Moi, ce que je dirais... mais les Fillons, ils sont quelques-uns dans ce pays. Vous savez que les gauchistes ne sont pas majoritaires en France. Et qu'il y a du racisme de gauche. Ça existe aussi. C'est un autre débat. C'est très très long. C'est très très long. On ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Sinon, on va vraiment se fâcher. Et je ne vais pas me fâcher. Mais si on est dérangé objectivement et que, voilà, je ne parle pas de culpabilité parce que vraiment je trouve ce sentiment très, très stérile, même si je le comprends. Le tout n'est pas d'être dérangé. Si on est dérangé comme vous l'êtes, qu'est-ce qu'on fait pour réparer un peu, pour équilibrer un peu les choses, pour n'être pas seulement dérangé? Pourquoi est-ce qu'on peut accepter de n'être que dérangé? Voilà. Parce que de toute façon, cette histoire, on ne va pas la réécrire. Elle s'est passée. Elle s'est passée, les peuples se sont rencontrés comme ils se sont rencontrés. Mais on peut décider de la suite. On peut tout à fait décider de la suite. Vous avez évoqué le terme de migration. Est-ce que vous avez remarqué que la migration, les migrants, ces mots-là sont appliqués au déplacement des gens dont on ne veut pas. Tous les autres voyagent, simplement. Et quelquefois, ils s'expatrient.
mais jamais ils ne migrent. Tous les autres, même quand ils s'installent dans les pays du Sud, jamais on me dit qu'ils sont des migrants. Les migrants, bah, c'est ceux qui vous emmerdent, ceux que vous ne voulez pas voir. En fait, c'est eux les migrants. C'est jamais vous quand vous allez dans leur pays. D'accord? Même quand vous y restez 30 ans, vous n'êtes jamais un migrant. C'est quoi ce vocabulaire? Pourquoi est-ce que les gens ne s'aperçoivent pas de ça? Que le droit d'aller et venir est un droit humain. Mais que tout le monde ne peut pas l'exercer de la même manière. Quand vous êtes français, vous avez la chance de détenir un passeport français, mais quel immense privilège. Il y a des tas de pays au monde où vous entrez sans visa. On suppose a priori donc que voilà, non seulement on n'a rien à vous reprocher, mais qu'en plus ce que vous pouvez apporter peut être positif. Hein? Ça signifie quoi? Que vous entrez sans visa, sans autorisation d'entrée, donc sans avoir besoin d'une autorisation d'entrée, dans des pays dont les ressortissants ne peuvent pas toujours en faire autant. Hein? Il y a un profond déséquilibre là. Par exemple, vous pouvez entrer quand vous êtes français au Sénégal sans visa. Les Sénégalais ne peuvent pas venir en France sans visa. Vous pouvez entrer au Sénégal sans visa même si vous êtes un pédophile. Hein? Même si vous n'êtes pas un mec sympa. Vous pouvez faire tout ça. Voilà. Vous entrez. Vous êtes un repris de justice, vous avez commis des crimes en France. Hein? Vous voulez vous cacher, vous entrez. Les Sénégalais ne peuvent pas faire ça. Alors, si on est dérangé par la symétrie des rapports, par toutes ces questions, qu'est-ce qu'on fait dans une société démocratique? Comment on interpelle les gens à qui on confie voilà, d'agir en son nom, en votre nom, les gens qui décident des politiques étrangères? Qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on a conscience que ça influe aussi sur les politiques étrangères, sur les rapports entre les populations. Si on souhaite d'autres types de rapports qui ne soient plus nécessairement basés sur la domination, qui ne soient pas nécessairement fondés sur l'exploitation, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour ne plus profiter de la domination, l'exploitation, tout ça qui constitue? C'est pas si compliqué au fond. Surtout quand on donne des leçons au monde entier et qu'on explique aux gens qu'il faut la démocratie et qu'on a tellement bien réussi avec ça, que c'est tellement chouette et ici on est libre et soyez comme nous. Bah, montrez-nous à quel point vous êtes libre. Montrez-nous la profondeur de tout ça et quelle meilleure humanité vous avez réussi à créer ici pour vous-même. Comment vous êtes capable de dépasser les erreurs, voire les crimes de vos ancêtres? Comment est-ce que, justement, parce que vous pouvez faire mieux, vous pouvez faire autre chose, vous justifierez que les crimes de vos aînés ne vous soient pas transférés? C'est une question de responsabilité. Prendre ses responsabilités, je ne dis pas que nous vivions dans un monde d'ange et qu'il faille tout de suite, immédiatement ouvrir les frontières, bien que je sois, je le dis, je suis opposé à la notion d'État-nation. On n'est pas beaucoup, mais bon, comme on est 2-3 seulement, je peux le dire, ça a un peu d'influence, donc je peux le dire. Mais voilà, il faut agir, il ne faut pas seulement être dérangé. Il faut faire quelque chose, puisque si vraiment on pense qu'on est la même humanité, si on pense qu'on mérite tous de vivre différemment, il faut faire quelque chose pour ça.